face à cette catastrophe, le gouvernement béninois a annoncé des actions selon le ministre d'État chargé des Finances. Des dispositions sont prises pour la reconversion de ces vendeurs vers des activités plus décentes. Jérôme Mondor a retenu cette proposition. 54 000 points de vente de Payon. Le recensement intégral a été fait. Il y a un programme qui est en train d'être mis en place, qui marche déjà, qui permet, grâce à des formations courtes, Arche Formation notamment, permet de former les gens et de les transformer en acteurs économiques d'un métier décent. Nous sommes convaincus qu'en donnant un métier décent à ces acteurs, ils vont pouvoir changer d'activité. Le gouvernement, conscient de ce fait, a lancé l'année passée un programme de mise en place de mini-stations. Parce qu'on ne pourra pas réussir d'un coup de baguette magique à arrêter ce commerce. Il y a un impact social très important, ça a duré depuis trop longtemps et l'interdiction n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous montre clairement qu'il y a urgence de changer le mode de commercialisation de ce produit. C'est pour ça que l'année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de mini-stations. Si vous circulez aujourd'hui dans Béjolo-Médé, Saint-Michel, etc., vous allez voir ces mini-stations en train d'être installées. 2000 sont arrivés depuis le mois de juin, ils sont en train d'être installés. Et d'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations pour permettre à ces acteurs qui restent dans l'activité de vente de ce carburant, de le faire dans des conditions de sécurité totale. Et donc, dès la semaine prochaine, nous allons voir les acteurs pour poursuivre les réflexions et les analyses qui sont en train d'être faites. Parce que vous voyez, dans certaines rues, vous avez tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, des vendeurs qui se suivent. Vous êtes d'accord que dans la même rue, on ne pourra pas financer la mise en place de plusieurs dizaines de mini-stations. Donc, il est nécessaire qu'avec les acteurs, qu'on ait un dialogue pour se dire, écoutez, comment on fait? Une partie des acteurs devra être reconvertie, formée, bénéficier d'un emploi décent pour nourrir la famille. Ceux qui doivent le faire doivent obligatoirement le faire via ces mini-stations qui sont des machines totalement sécurisées qui devraient permettre d'éviter ces genres de dispositifs. C'est un enjeu majeur pour notre économie et dès les prochaines heures, nous allons reconvoquer l'ensemble des acteurs, discuter avec eux. Je pense que nous faisons tous le constat qu'on ne peut plus continuer à vendre en bouteille. Une chose est de dire qu'on ne peut pas interdire cette activité, mais l'autre chose est de dire qu'elle ne peut plus continuer à se faire sous cette forme. À quelques pas des écoles, à quelques pas des enfants, à quelques pas des habitations. Par le dialogue, nous allons avec les acteurs trouver rapidement la solution pour qu'on puisse, dans un premier temps, dans la période de transition où cette activité se poursuit, le faire dans des conditions de totale sécurité pour les populations et pour ces vendeurs. Mais l'objectif final, c'est quand même d'aller vers la professionnalisation du secteur des hydrocarbures. Ceux qui sont là-dedans sont des professionnels dont on maîtrise la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la distribution. Et les autres acteurs ont des activités décentes pour nourrir leur famille. Voyons à présent ces outils considérés comme leviers de l'économie nationale. Plusieurs entreprises ont vu le jour au Bénin. Elles sont un outil majeur pour la transformation de son économie, pour la création de richesses. Une question, les populations en profitent-elles? La ministre de l'Industrie et du Commerce pense que non, c'est ce qui justifie cette sortie de la direction départementale de l'Industrie et du Commerce Atlantique Littoral. Les détails avec Marcela Rossi et Jean Obimet. S'il est vrai que l'industrie conserve un rôle crucial de locomotive dans l'économie parce que faisant travailler de nombreux autres secteurs, il est aussi vrai que les communautés à la base n'en tirent pas plein profit dans l'ignorance de leurs droits et de leurs responsabilités. Il est établi que les élus des localités qui accueillent des entreprises industrielles en République du Bénin ne sont pas souvent impliqués dans le processus d'implantation. Toute la motivation de cette tournée de sensibilisation initiée par la branche Atlantique Littoral du ministère de l'Industrie et du Commerce. En réalité, toute unité qui s'implante sur un territoire crée forcément un certain nombre de nuisances sur le plan environnemental et sur le plan social. Donc, nous parlons souvent de coûts sociaux, de coûts environnementaux. Mais pour équilibrer un peu, il y a un système qui est mis en place pour permettre de donner un certain nombre de droits, un certain nombre de bénéfices aux communautés de la dite localité. Donc, nous attirons à travers ces ateliers l'attention des élus sur ces bénéfices-là pour qu'ils puissent permettre à leur population, à leurs mandants d'en bénéficier. On s'est toujours dit, en tant que responsable local, que l'implantation des zones industrielles ou bien d'une industrie dans notre zone, que c'est l'affaire de l'État. Mais c'est pas toujours vrai. Il est quand même normal que nous, en tant qu'acteurs du développement,
qu'on soit imprégné du rôle que nous devons jouer du début jusqu'à l'implantation des usines chez nous. À Ouida et à Lada, la principale communication porte sur les questions de réglementation, les niveaux d'implication des élus et les avantages liés à la création et au fonctionnement d'un site industriel communal. Ce n'est pas du temps perdu. Je crois que cette initiative vient nous accompagner dans notre élan. Je crois que nous avons trouvé le bon chemin. Ils ont promis de demander le cahier des charges de chaque industrie pour qu'ils puissent chercher à savoir si ce qui est prévu au profit de la population est réalisé. Et c'est tout ça là qui fait notre fierté. Bientôt, les autres communes de la région vont accueillir la même délégation pour que les yeux s'ouvrent partout dans l'Atlantique comme dans le littoral. Voyons à présent cet appui apporté aux femmes transformatrices de manioc de Glazoé. En plus de 3 unités modernes de transformation de manioc, l'Union communale des coopératives de femmes transformatrices de Glazoé dispose désormais de l'un des plus grands packs de Gari du Bénin. C'est une initiative du gouvernement à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Lors de la cérémonie de remise, les femmes ont également réceptionné des équipements de transformation et de transport. Pierre Etadagne aussi et Canol Capot nous en disent plus. D'un coût global de plus de 133 millions de francs CFA, les infrastructures et matériels mis à la disposition de ces femmes transformatrices du manioc de Glazoé sont de dernière génération. Il s'agit d'un marché de Gari d'une capacité minimum de 150 tonnes, de 3 unités modernes de transformation du manioc, d'équipements en matériel de production et de 4 tricycles pour faciliter le transport des produits agricoles. La vision du gouvernement du président Patrice Talon est très claire. L'économie nationale est basée sur l'économie locale. L'économie locale est le socle de l'économie nationale. Les producteurs locaux que vous êtes sont en premier les producteurs de richesse et d'emploi. Parce que l'emploi local, c'est vous qui le créez, c'est vous qui l'offrez. Ce projet est rendu possible grâce au renouvellement de partenariats entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, et l'État béninois. Ce partenariat qui a été renouvelé en avril dernier vise à promouvoir le développement économique, la compétitivité et la rentabilité des petits exploitants agricoles, des coopératives et des petites entreprises, en particulier dans l'agriculture et la transformation des produits agricoles en général. Nous ne saurions remercier le gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon et tous les acteurs qui ont œuvré pour le renouvellement du partenariat USADF-gouvernement du Bénin. Ces infrastructures et matériels vont également permettre aux femmes de mobiliser plus de ressources devant développer leur coopérative, ce qui devrait contribuer, selon les donateurs, à l'élargissement de l'assiette fiscale au niveau communal. Autre assistance, on prend la direction du Septentrion. Le système des Nations Unies et le gouvernement béninois témoignent leur soutien aux populations déplacées du fait de l'insécurité au Bénin. Les 2 partenaires étaient dans le département de la Takora pour la remise d'aide à ces personnes. Materi, Tangueta et Natitengu sont les communes bénéficiaires de cet élan de solidarité. Jean-Claude James et Yves Agoudou-Kwesi pour le point. À l'école primaire publique de Meron dans la commune de Matéré, les déplacés forcés et les familles d'accueil ont reçu des biens et services composés de kits de dignité, kits ménagers, kits scolaires pour les enfants, un appui pour la cantine, de l'engrais pour la production agricole et autres. Même geste à quelques kilomètres de Matéré, à Tangueta, au centre de promotion sociale. L'objectif de cette descente sur le terrain est double. D'abord, c'est de répondre à la requête du gouvernement du Bénin de contribuer à la réponse humanitaire en faveur des populations qui ont été déplacées par l'insécurité. Le premier, c'est de saluer l'hospitalité du peuple du Bénin, mais aussi du gouvernement béninois. Parce que quand j'ai regardé sur le visage des populations déplacées, je me suis rendu compte que les gens étaient vraiment très reconnaissants. Le deuxième message, c'est que pour nous, Nations Unies,
Aujourd'hui, nous parlons d'assistance humanitaire, mais en réalité, nous sommes déjà présents à travers différents programmes. 2 millions de dollars US ont été mobilisés dans le cadre de cette assistance humanitaire qui va permettre la résilience des populations. Cette remise d'assistance traduit à suffisance la vitalité de la synergie d'action qui existe entre le gouvernement et le système des Nations Unies dans le domaine de la protection civile, de la protection des réfugiés et du respect des droits de l'homme. Au nom du gouvernement, je voudrais remercier le système des Nations Unies pour cet important accompagnement dans la consolidation de la résilience des populations déplacées forcées et des familles d'accueil. Avant Materi et Tanguieta, les deux partenaires ont remis un don d'équipement et de matériel à la direction départementale de la santé de l'Atakora en vue de l'amélioration de la qualité des soins. Autre actualité ce soir, atelier d'impréation des élus parlementaires sur les instruments légaux de protection des femmes et des enfants en République du Bénin, une initiative de l'Institut parlementaire du Bénin, IFAP, financé par le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections. Doris Olabi nous fait le point. Depuis la 8e législature, le Parlement s'est résolument engagé dans le vote de textes de loi qui favorisent la promotion et l'émancipation de la femme et de l'enfant. Et c'est pour mieux s'imprégner de cet environnement afin de prendre conscience du chemin qui a été parcouru jusqu'à ce jour, mais aussi du long chemin qu'il reste à parcourir en termes de protection et de promotion de la femme et de l'enfant dans notre pays, qu'il a plu au président de l'Assemblée nationale de nous convier à cet atelier. Il ne m'est d'aucun doute que vous sortirez de cette rencontre munis de la connaissance des principales lois votées ces dernières années en faveur de la femme. De même, vous y sortirez mieux outillés sur l'ensemble des questions ayant trait à la protection des femmes et des enfants. Il faut, en tant que parlementaire, savoir tout ce qui a été fait, l'arsenal juridique béninois de protection et de promotion de la femme, avant au besoin de proposer de nouvelles dispositions pour améliorer et protéger la femme béninoise et les enfants. Le texte, quand il est voté, il faut le revisiter de temps à autre. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Une discussion va s'en suivre pour permettre de voir s'il y a des pistes d'amélioration, s'il y a des niveaux d'insatisfaction. Toute chose qui participera de la vitalité du système démocratique béninois. Et puis la langue des signes est célébrée, donc la journée des langues de signes est célébrée samedi hier avec comme objectif mieux favoriser l'inclusion des personnes sourdes dans la société pour sensibiliser les uns et les autres. L'Association nationale des sourds du Bénin profite de cette initiative. Un rassemblement a eu lieu samedi 23 septembre à l'école des sourds de Vedoko. Plus de détails avec Innocentia Loco, présenté par Esther Messiga et Petroni Lokoso. Être une personne handicapée auditive n'est pas une fatalité, encore moins une barrière. Les personnes handicapées auditives sont aussi capables de travailler et d'apporter une plus-value à leur pays. C'est vraiment pour nous une occasion pour que toute la population béninoise sache que quand on est personne handicapée auditive, on est quand même capable de réussir. On peut aller à l'école, on peut devenir président de la République. Cette année, au Bénin, la thématique choisie est « Apprenons la langue des signes » pour promouvoir l'inclusion des personnes sourdes. L'inclusion doit passer par l'apprentissage de la langue des signes. Il faut que tout chacun de nos concitoyens apprenne la langue des signes pour pouvoir côtoyer les sourds. Entrer en harmonie avec les personnes handicapées auditives. Nous avons décidé d'organiser la journée de la langue des signes pour attirer l'attention des autorités, apporter leur soutien aux personnes handicapées et qui arrivent à apprendre la langue des signes dans le monde afin que la communication puisse passer facilement. L'inclusion des personnes sourdes
passe donc par l'apprentissage par tous des langues des signes. Et on descend dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour voir l'impact de l'asphaltage et puis les merveilles apportées aujourd'hui au Bénin par l'asphaltage et les différents projets d'assainissement urbain pour faciliter la circulation en toute saison n'est plus à présenter par ces temps de pluie, par ces temps de forte pluie. Arnaud Adaja et Petronilo Kosso, dans cet élément, sont descendus à Cotonou et Abomey-Calavi pour recueillir les avis des populations qui sont satisfaites de l'asphaltage et celles qui attendent d'être satisfaites. Suivons. Quelques endroits des villes phares du Bénin comme Cotonou et Abomey-Calavi sont désormais accessibles malgré les fortes pluies de ces derniers jours. Pour quitter par exemple Vaudier à Contikon, là c'est rapide quoi. C'est rapide et puis il n'y a plus de l'eau qui va nous gêner comme avant, tout ça là, c'est plus accessible. Il y a quelques années, cette voie était complètement dégradée, mais je vous assure avec la nouvelle voie, les clients viennent plus, en fait, la voie est plus accessible. À travers l'asphaltage et les projets contre les inondations, l'État béninois s'est serré la ceinture afin d'engloutir des milliards pour le bonheur de ses citoyens. Personnellement, on n'avait pas l'accès avec les voitures, machin là, on n'avait pas l'accès. Mais aujourd'hui, ça va. On est content de voir les clients. Les clients viennent au jour le jour, quand n'importe quel mois qu'ils veulent. Le social tant souhaité était déjà là, mais il faut avoir les yeux ouverts sur ces plans d'aménagement et d'assainissement pour le voir. Et pourtant, des voix continuent de réclamer le social. S'il n'y a pas la voie, vous savez que les activités ne fleurissent pas parce qu'il n'y a pas accès. Le social, ce n'est pas seulement ce que nous mettons dans nos poches. Le social, c'est ce qui impacte un bon nombre de citoyens de notre pays. Coup de chapeau donc aux artisans de ces initiatives. Néanmoins, ici à Gbodjer, à côté de ce grand marché en construction à Kokokodji, les usagers de cette grande voie qui juste le marché crient au secours. La voie est souvent dégradée, c'est du fait que c'est pratiqué par des gros porteurs, des camions qui vont faire leur chargement sur les sites de dragage de sable, les camions qui nous amènent du charbon de l'intérieur. Vraiment, c'est très très dégradé et puis c'est une zone basse, elle est une zone humide et qui nécessite beaucoup de travaux d'aménagement et d'assainissement. La voie est impraticable. Nos enfants qui sortent reviennent avec de la boue. Ils tombent soit dans l'eau, soit dans la boue. Trop de tracasseries. On souffre beaucoup. Il suffit d'avancer un peu pour tomber dans un trou. Il m'arrive de me demander si le chef de l'État connaît ces endroits-là. Il est donc certain que des efforts se font et que ces efforts doivent se poursuivre. Là où les efforts doivent se poursuivre, c'est également à Tazou, dans la commune d'Avrancourt. Les dernières pluies ont laissé un goût amer aux populations de ce quartier. Certains ont même dû abandonner leur maison pour trouver refuge ailleurs. Voici le constat de Michel Egbe et Nathalie Dorisso-Lavi. Nous sommes ici à Tanzon, un village de l'arrondissement d'Atchoupa, commune d'Avrancourt. En cette saison pluvieuse, c'est le calvaire pour les habitants. Souvent, c'est la nuit que ça arrive. La manière dont ça arrive, ça ravage tout. On a eu les cas de décès dedans. Les animaux sont morts, nos trucs sont mouillés. Et les enfants, pour aller à l'école maintenant, c'est problème. Il y a les maisons que les gens fuient pour aller louer. Bon, il y a d'autres qui les aident à trouver quelque part là où ils vont dormir. Et chaque année, ça vient, ils ne trouvent pas de moyens. La maison de CV même, c'est dans l'eau. Peut-être tous les jours, il crie, il ne vient pas au secours. Un doigt accusateur est pointé en direction de l'entreprise qui avait réalisé cette voie bitumée. Ceux qui ont fait ce goudron, ce sont eux qui nous ont tués. Parce qu'en leur temps, ils devraient orienter leurs caniveaux ailleurs pour nous sauver ici. Et ils ont fait descendre le caniveau dans l'eau et toutes les voies, les vents qui sont liés au goudron amènent l'eau ici. Le phénomène perdure et prend un peu plus d'ampleur au fil des années, ce qui augmente l'inquiétude des populations.
On a écrit, on a demandé l'aide à tout le monde. Vraiment, personne, on ne voit personne à notre aide. Donc on ne sait pas comment il faut faire. Si le gouvernement, le chef de l'État peut nous écouter et voir un peu avec nous, ce serait un peu bon. C'est en cette période qu'on est en train de voir. D'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans, ce que ça va donner, on ne sait pas. Le chef du quartier en appelle à l'aide des autorités au plus haut niveau, car, dit-il, la solution ne relève pas des prérogatives du conseil communal. Et les sports qui s'annoncent à grand bruit, la Coupe d'Afrique des Nations se jouera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire sans le Bénin qui est éliminé. Le dossier de ce dimanche est consacré au bilan des Guépards, la préparation des journées FIFA au mois d'octobre et des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur des Guépards, Guénoro, fait le point avec Hugues Zinsouzono. Suivez. Quelques jours après cette douloureuse élimination à Maputo, le sélectionneur franco-allemand des Guépards rejoue les matchs du Bénin. Nous avons effectué des matchs intéressants depuis que je suis arrivé. Malheureusement, il y a eu ces 2 premières défaites initiales qui ont plombé un petit peu le pays par rapport au classement avec 0 point. Et avec les 4 matchs qui restaient, il était impératif de battre le Mozambique au dernier match. Les bons résultats contre le Sénégal et aussi les points obtenus contre le Rwanda nous ont permis de jouer une finale, une vraie finale, malheureusement à l'extérieur, avec l'obligation de gagner. Parce que s'il y avait eu au moins un match nul au match aller, le match nul 2-2 que nous avions entre nos mains aurait suffi pour se qualifier. Et malheureusement, il aurait fallu gagner pour se qualifier et donc marquer ce 3e but. On a pris tous les risques et pendant une demi-heure, on y a cru. Et malheureusement, le but pour nous n'est pas venu et on a ouvert un peu pour prendre tous les risques, ce qui nous a coûté un 3e but. Voilà le match contre le Mozambique, au Mozambique, avec un bon état d'esprit, mais beaucoup trop d'erreurs défensives individuelles qui nous ont coûté ces 2 buts. Depuis son arrivée à la tête de la sélection, Guénoro a entamé une révolution en injectant du sang neuf dans son effectif. L'équipe a été rajeunie, elle a besoin encore d'un peu de temps. Et comme j'avais dit à mon arrivée, le véritable objectif sera d'être en qualification pour la Coupe du Monde, en bonne posture. Et là, nous avons encore un peu de temps pour préparer ça, notamment les 2 matchs amicaux que nous allons disputer au mois d'octobre, probablement contre le Botswana et Madagascar, vont nous permettre encore, notamment à nos jeunes joueurs, de progresser. Nous avons inclus 6 U20. Nous avons fait jouer des garçons pour la première fois qui n'avaient que 17 ans. Nous avons eu des satisfactions avec des garçons qui ont même marqué des buts contre les champions d'Afrique et qui ont su museler Sadio Mané notamment. Entre-temps, plusieurs de ces jeunes joueurs ont été invités par des clubs professionnels pour faire des essais. On essaie de les aider parce que la progression du football béninois passe aussi par un meilleur encadrement en club et par un meilleur niveau des clubs dans lesquels ils évoluent. Nous avons des bons espoirs. Guénoro annonce la couleur, il fait le ménage, les pré-retraités doivent se battre pour avoir un club afin de continuer à être compétitifs tout en apportant leur expérience à la jeune garde. Nous avons aussi des joueurs malheureusement qui jouent pas beaucoup dans leur club actuellement et ça laisse des traces forcément parce que lorsque vous n'avez pas la compétition club, il est difficile d'être à la hauteur en équipe nationale. La moyenne d'âge a été considérablement rajeunie. On est passé de 30 ans à peu près 26 ans. Et le groupe que nous avions là dans les derniers matchs était vraiment très conquérant et ils se sont comportés comme ça aussi à Maputo. Maintenant, l'objectif, c'est continuer à intégrer les jeunes joueurs, avoir quand même 1 ou 2 guides sur le terrain pour pas qu'ils soient perdus. Et pour cela, il faut aussi que nos guides
anciens et des clubs. Donc ça, c'est le prochain challenge, qu'ils retrouvent des clubs rapidement pour pouvoir encore figurer avec nous dans notre liste de sélection. Les jeunes ont été bien accueillis par les anciens et les anciens ont bien compris qu'il faut faire un effort pour garder leur place. En tout cas, les 2 matchs en novembre à l'extérieur, en Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud et contre le Lesotho, les 2 sont là-bas, vont avoir déjà leur importance. Et pour préparer ça comme il faut, nous devons vraiment être à la hauteur et avoir ces 2 test matchs en octobre qui seront bien négociés. Les 2 matchs de novembre seront si décisifs. Il faudrait prendre des points et surtout éviter d'avoir un 0 pointé au thème des 2 premières journées. Novembre se prépare déjà à partir des journées FIFA du mois d'octobre. Passons à présent à l'actualité internationale. Une compilation de Jennifer Sachevi. En France, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a voté aux élections sénatoriales ce dimanche. En tout, 79 000 grands électeurs étaient appelés aux urnes pour ces élections au scrutin indirect sans grand suspense, visant à renouveler de moitié un Sénat dominé par la droite et le centre. L'équilibre politique du palais de Luxembourg ne devrait pas être modifié, mais chaque changement sera scruté de près pour une instance qui prend une place particulière depuis que les dernières législatives ont conféré une majorité relative au camp présidentiel à l'Assemblée nationale française. En Espagne, des sympathisants de la droite manifestent à Madrid. L'objectif est de soutenir leur chef et dénoncer les exigences des partis indépendantistes catalans dont le soutien parlementaire est crucial pour l'ancien gouvernement. Avec des drapeaux espagnols et le slogan « Non à l'amnistie », ils étaient environ 40 000 sympathisants de la droite espagnole à se rassembler ce dimanche à 2 jours du débat sur la candidature au poste de Premier ministre du chef du Parti populaire qui pour l'heure ne dispose pas de la majorité. Après les législatives du 23 juillet dernier qui ont porté le Parti populaire en tête, il lui manque 4 voix à la Chambre des députés pour atteindre la majorité. Les forces de l'Azerbaïdjan poursuivent ce dimanche leurs opérations visant à rétablir leur contrôle total sur le Haut-Karabakh séparatiste après leur offensive éclair qui a provoqué l'inquiétude quant au sort des Arméniens piégés dans cette région. Un premier groupe de réfugiés fuyant le Haut-Karabakh est entré dimanche en Arménie. Ils ont été repérés à la frontière de la région où l'Azerbaïdjan a remporté cette semaine une victoire militaire éclair en montrant sur les hauteurs de la capitale des centaines d'armes saisies aux séparatistes. Ce premier groupe de quelques dizaines d'habitants, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, est arrivé au centre d'accueil mis en place par le gouvernement arménien. Aux États-Unis, les fans new-yorkais bravent la pluie pour le festival Global Citizen à Central Park. Ils étaient des milliers à se rassembler ce samedi pour assister au concert organisé en faveur de l'aide au développement international. L'Afrique doit contrôler ses propres ressources naturelles. Haïti doit contrôler ses propres ressources naturelles. Le monde entier doit mettre fin à la famine, a déclaré sous les acclamations de ses fans Wyclef Jean, un des artistes sur scène d'origine haïtienne. Ce message était conforme aux objectifs de la journée qui associe la performance musicale à des appels à aider au développement international, notamment afin de lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Voilà, ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Nous vous présentons nos excuses pour les difficultés techniques, notamment sonores, rencontrées
au démarrage de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne semaine à tous et à toutes. Il faut dire que ce matin, aux environs de 9h30, un incendie grave est survenu dans la ville de Semepoji. Et cet incendie a entraîné beaucoup de bruit au point où les populations ont alerté les services de secours, notamment le groupement national des sapeurs-pompiers. Le groupement a été alerté à 9h59. Et 6 minutes après, le premier camion était déjà là. Puisqu'on avait des ambulances et un camion de lutte contre les incendies à Sémé. Donc 3 centres de secours sont intervenus. Le centre de Sémé, le centre de Porto-Novo et le centre de Saint-Jean. À l'instant où je vous parle, nous avons malheureusement enregistré 34 morts, dont 2 bébés. C'est des morts calcinés, puisque la cause de l'incendie, c'est le carburant, notamment le carburant de la contrebande. Et nous avons aussi enregistré 20 blessés de gravité variable. Il faut dire que c'est des blessés quand même graves. Je ne vais pas aller dans les détails, mon collègue de la santé va y revenir. Donc, grosso modo, c'est ce que je peux dire. Mais tout ce qui doit être fait a été fait. Le périmètre de sécurité a déjà été délimité. Il y a un cordon de sécurité qui est en place et maintenant la situation est bien maîtrisée. Nous avons été alertés du drame de Semepoji et aussitôt le dispositif de riposte sanitaire a été activé, avec la mise en route du service d'aide médicale d'urgence, le SAMU, et d'autres ambulances qui se sont déportées sur les lieux et ont permis de conditionner et de ramener au Centre national hospitalier universitaire de Ibeko-Toumara de Cotonou 20 blessés, 20 brûlés, de degrés assez importants, avec des surfaces corporelles touchées allant au-delà pour la plupart de 40%. Donc vraiment des lésions très graves. Et nous avons des blessés dont l'âge varie de 12 ans à 43 ans. Il y a des jeunes enfants dedans. Et dès qu'ils sont arrivés, l'équipe médicale qui a été déjà mobilisée avant leur arrivée s'est déployée, les a conditionnés et fait les pansements nécessaires et mis le traitement nécessaire. Tout cela bien sûr sur instruction du chef de l'État gratuitement. L'ensemble des structures devant être mobilisées pour pouvoir faire en sorte que tous les intrants dont l'équipe médicale aura besoin a été activé, aussi bien sur le plan des équipements que sur le plan des intrants, des médicaments et autres de prise en charge. À l'heure actuelle, nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation. Il faut dire que avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlure vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. C'est vous dire le degré de gravité des cas que nous avons devant nous. Mais tout est mis en branle par l'équipe médicale pour faire en sorte que la prise en charge soit optimum, appuyant cela par nos partenaires que nous avons déjà au regard des expériences que nous avons eu à passer au cours de cette année-ci. Et je pense que le maximum sera fait pour que nous puissions garantir la vie sauve pour ces cas. Et vous pensez qu'ils vont s'en sortir? Vous savez, le pronostic des cas de brûlures graves est souvent réservé lorsque la surface corporelle touchée est au-delà de 40%. Même dans les pays les plus dotés des équipements modernes et de services de réanimation ou de services de brûlés de pointe, récupérer un blessé ayant des surfaces corporelles brûlées au-delà de 40% est assez difficile et complexe. Mais nous gardons l'espoir que nous allons faire le maximum
pour pouvoir les sauver. La prise en charge donc, de tous les soins médicaux est gratuite. Tous les consommables qui sont utilisés ont été servis. Donc on assure donc, cette gratuité et parallèlement, nos assistants sociaux également s'organisent pour assurer également une assistance psychosociale, une assistance psychologique parce que comme vous le savez, les cas de brûlés occasionnent un grand traumatisme pour ceux qui sont conscients et également pour les familles. Nous sommes en train de réfléchir également à la mise en place d'une cellule d'écoute, soit à Sémé ou à Porte-Nouveau, pour qu'on puisse venir à cet endroit-là pour prendre des informations ou faire écouter tout simplement. Mais je pense que vraiment, pour une bonne fois, tous ces gains qui sont faits par rapport à la vente de l'essence relatée coûtent vraiment très cher en vies humaines. Vous savez, le commerce du pailleur dure depuis plusieurs décennies. C'est plusieurs dizaines de milliers de familles qui se nourrissent de ce commerce. C'est une activité dangereuse. Elle est illicite. Et vous savez, les personnes qui font ce commerce ne le font pas parce qu'ils veulent s'exposer aux risques liés à la contrebande. Ils ne font pas ce commerce parce qu'ils aiment inhaler ces produits qui les rendent malades. Ils ne font pas ce commerce parce qu'ils veulent s'exposer aux risques des drames comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que le gouvernement a décidé, depuis plusieurs mois maintenant, de lancer un programme de réinsertion, reconversion de ces acteurs. Nous avons sur le Bénin 54 000 points de vente de paillons. Le recensement intégral a été fait. Il y a un programme qui est en train d'être mis en place, qui marche déjà, qui permet, grâce à des formations courtes, Arche Formation notamment, permet de former les gens et de les transformer en acteurs économiques d'un métier décent. Nous sommes convaincus qu'en donnant un métier décent à ces acteurs, ils vont pouvoir changer d'activité. Depuis le début de cette année, c'est plus de 5000 personnes qui ont été reconverties au métier du textile à Glodjibé. C'est du concret. C'est des personnes qui n'avaient aucune compétence dans le textile, qui faisaient d'autres activités, essentiellement de l'informel, qu'on a repris, formés et qui aujourd'hui ont un emploi décent. Et c'est ça notre enjeu. Reconvertir ces acteurs pour permettre en fait aux personnes d'avoir une activité différente, décente pour nourrir leur famille. Mais pendant qu'on fait ça, on ne peut pas fermer les yeux sur l'urgence d'éviter que les incendies se reproduisent. Le gouvernement, conscient de ce fait, a lancé l'année passée un programme de mise en place de mini-stations. Parce qu'on ne pourra pas réussir d'un coup de baguette magique à arrêter ce commerce. Il y a un impact social très important, ça a duré depuis trop longtemps et l'interdiction n'est pas à l'ordre du jour. Donc il faut reconvertir, il faut faire un processus d'accompagnement. Donc pendant qu'on accompagne, ce qui s'est passé aujourd'hui nous montre clairement qu'il y a urgence de changer le mode de commercialisation de ce produit. C'est pour ça que l'année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de mini-stations. Si vous circulez aujourd'hui dans Gbedjo-Médé, Saint-Michel, etc., vous allez voir ces mini-stations en train d'être installées. 2000 sont arrivées depuis le mois de juin, ils sont en train d'être installées. Et d'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations pour permettre à ces acteurs qui restent dans l'activité de vente de ce carburant, de le faire dans des conditions de sécurité totale. Et donc, dès la semaine prochaine, nous allons voir les acteurs pour poursuivre les réflexions et les analyses qui sont en train d'être faites. Parce que vous voyez, dans certaines rues, vous avez tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, des vendeurs qui se suivent. Vous êtes d'accord que dans la même rue, on ne pourra pas financer la mise en place de plusieurs dizaines de mini-stations. Donc, il est nécessaire qu'avec les acteurs, qu'on ait un dialogue pour se dire, écoutez, comment on fait? Une partie des acteurs devra être reconvertis, formés, bénéficier d'un emploi décent pour nourrir leur famille. Ceux qui doivent le faire doivent obligatoirement le faire via ces mini-stations qui sont des machines totalement sécurisées qui devraient permettre d'éviter ces genres de dispositifs. C'est un enjeu majeur pour notre économie et dès les prochaines heures, nous allons reconvoquer l'ensemble des acteurs, discuter avec eux. Je pense que nous faisons tous le constat qu'on ne peut plus continuer à vendre en bouteille. Une chose est de dire qu'on ne peut pas interdire cette activité, mais l'autre chose est de dire qu'elle ne peut plus continuer à se faire sous cette forme. À quelques pas des écoles, à quelques pas des enfants, à quelques pas des habitations. On ne peut plus continuer à le faire. Et donc, par le dialogue, nous allons avec les acteurs trouver rapidement la solution pour qu'on puisse, dans un premier temps, dans la période de transition où cette activité se poursuit, le faire dans des conditions de totale sécurité pour les populations et pour ces vendeurs. Mais l'objectif final, c'est quand même d'aller vers la professionnalisation du secteur des hydrocarbures. Ceux qui sont là-dedans sont des professionnels dont on maîtrise la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la distribution. Et les autres acteurs
ont des activités décentes pour nourrir leur famille.